Coucou! Est-ce que je vous fais un petit vlog improvisé un peu comme ça? Pourquoi pas après tout? En fait, je suis en train de tourner en même temps le vlog des romances contemporaines et j'ai pas envie de me précipiter, mais en même temps, il y a d'autres lectures à côté dont j'ai envie de vous parler. Et je vous avais dit que je vous ferais bientôt un vlog sur juste mes lectures en cours, sans prise de tête, sans thème du vlog, etc., comme j'ai l'habitude de faire. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va faire un peu des vlogs en parallèle, en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce que je veux vous dire et ce genre de choses, et l'un va avec l'autre, il n'y a pas de problème et il faut que j'arrête de me prendre la tête pour que tout soit parfait. En tout premier, je vais vous parler de 3 lectures en cours, 2 livres audio et un livre papier. Je vais passer rapidement sur le livre papier parce que j'ai pas eu le temps encore de trop me plonger dedans. C'est Paris risqué de Méoni Swan. C'est une romance MM dans l'univers du travail. Et on va avoir un employé qui, parce qu'un peu tout le monde va le pousser, ses collègues vont le pousser à aller voir le patron et à lui proposer une sorte de business, de contrat qui serait mieux de faire selon lui. Et le patron va lui dire je sais que ça va pas marcher. Et donc l'autre, un peu sur le ton du défi, va dire moi je vais te prouver que ça marche. Donc ils se font un petit peu ce pari-là, et si l'employé perd, donc l'employé c'est Thomas, il va devoir accepter un repas avec son patron. J'écoute aussi en livre audio La révolte de la reine de Morgane Moncomble. Donc ça, normalement, vous l'avez vu passer un petit peu partout si vous êtes un petit peu dans cet univers-là des réseaux littéraires. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé parce qu'il me manque les dernières heures d'écoute. Avoir plus d'heures d'écoute ce mois-ci. Donc pour le moment, il est en pause juste parce que j'attends ces 5 jours. Je crois qu'il y a 5 jours avant la reprise de l'abonnement. C'est de la romance historique, et ça c'est un peu spécial de la part de Morgane Moncomble, mais pourquoi pas, en tant qu'autrice, des fois on a besoin de se lancer des challenges et des défis, et je pense que c'est même une très bonne chose de varier les plaisirs, surtout si on arrive à un moment où on a écrit beaucoup de romances contemporaines et on sent qu'on a peut-être moins de trucs à donner là-dedans, ou même on a une super idée d'un autre type de romance. La révolte de la reine, c'est à l'époque de un petit peu la Révolution française, mais comme s'il n'y avait pas eu cette Révolution française, avec un roi qui va épouser une jeune femme qui vient d'un autre pays, qui est une inspiration vraiment de Marie-Antoinette sur plein de points. Et ça aussi, je vais y revenir parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien cette partie-là. Dans la révolte de la reine, c'est une romance. Donc c'est un mariage arrangé, globalement, pour ce qui est des tropes. Et il y a un peu inspiration des chroniques de Bridgerton dans le sens où elle s'est largement inspirée de l'histoire et le but c'est de avoir une version assez moderne. Mais là où les chroniques de Bridgerton prennent le moderne au sens large, moi j'ai juste vu, pour le moment en tout cas, un livre qui se voulait féministe à une époque qui ne l'est pas, et c'est très positif de mon point de vue, mais les chroniques de Bridgerton vont plus loin, voilà, sur plein d'autres thématiques. Pour ce qui est de l'inspiration un peu de Marie-Antoinette, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un personnage féminin principal qui est tout sauf parfait. Depuis qu'elle est toute petite, on lui dit vraiment qu'elle est parfaite en termes de beauté, que c'est là-dessus qu'elle doit jouer, qu'elle n'a pas vraiment d'autre rôle qu'être belle et bon voilà, faire des enfants. Et elle s'est rendue compte que effectivement la beauté c'était quelque chose dont elle pouvait se servir et qu'il fallait qu'elle mette en avant. Et elle en a pas honte. Et il y a plein de fois où elle a à la fois cette dimension un peu de complexe parce qu'on lui rappelle certaines choses comme quoi elle doit être belle, etc. Et à la fois, de l'autre côté, il y a cette partie d'elle qui se dit non mais moi je suis aussi intelligente, je suis aussi maligne, etc. Et j'en ai marre qu'on renvoie toujours la femme à la beauté, etc. Et là-dessus, c'est pour une jeune femme qui a été éduquée dans ce monde-là avec la beauté, c'est assez surprenant qu'elle ait cette réflexion, et en même temps c'est intéressant parce que ça apporte le côté moderne à la romance. Et à côté de ça, elle a un peu ce truc-là de vouloir embêter le roi, et du coup elle l'adore, genre bien s'habiller et tout, et elle paye une fortune pour des robes, etc., au détriment du peuple, et vraiment elle s'en fiche complètement, et ça elle est vraiment assumée là-dessus, alors qu'on a tendance à avoir des personnages souvent féminins, qui ont des réflexions qui vont pas forcément avec leur personnage, et là pour le coup je trouvais qu'au moins ça allait dans le sens du personnage qui, depuis qu'elle est petite, elle est destinée à être reine, on lui demande aucun avis sur la politique, et tout ce qu'elle a comme pouvoir c'est de inspirer la mode à toutes les autres femmes, donc elle le fait à fond.
À côté de ça, bon, il y a un moment où elle rencontre le peuple, où elle se rend compte quand même qu'il meurt de famine, etc. Donc elle va être hyper attentionnée vis-à-vis de ça. Petite romance avec le roi, super intéressante. Alors j'ai pas terminé, mais vraiment, vraiment très intéressante. Ils se cherchent et en même temps, c'est assez réaliste dans l'univers dans lequel ils sont. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à en dire. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression d'être dans de la romance contemporaine. C'est-à-dire que cet aspect historique, pourtant, tu sens qu'il a été travaillé, tu sens qu'il y a une inspiration, encore une fois, de Marie-Antoinette, etc., de cette époque. Mais dans les réflexions des personnages, quand t'es dans la tête des personnages, j'ai pas l'impression de suivre des personnages historiques. J'ai l'impression vraiment de suivre des personnages de notre époque. Déjà parce qu'encore une fois, notre personnage féminin, elle a des réflexions qui sont des réflexions très modernes et ça me dérange pas. Hein. Mais t'as l'impression qu'elle les a sorties de son chapeau. Il y a quelqu'un de notre monde, enfin de notre époque qui allait lui dire des choses. Et du côté du personnage masculin, un peu pareil, genre je sais pas comment dire, mais dans la manière d'écrire, j'ai l'impression d'être dans de la romance contemporaine, donc j'ai cette difficulté à voir où on va et surtout même avoir de la pertinence de l'avoir fait d'un côté historique. Parce que la même histoire, même avec des rois et des reines à notre époque, se serait passé. Donc c'est un peu ça le truc et le sentiment que j'ai. Je vous propose un petit book haul, j'ai quelques livres, un que j'ai acheté, deux que j'ai reçus dans le cadre d'échanges livresques, je vous en avais déjà parlé mais je crois que je vous en avais pas très bien parlé, si je vous ai dit que c'était les Pages Fleuries qui organisaient ça, mais je vais revenir un peu là-dessus. Et enfin, j'ai reçu une masse critique Babelio, service presse, d'Hachette livre visiblement. Et ça, je vais vous en parler aussi. J'ai dit oui il y a longtemps, donc je sais même plus quel livre c'est. Je sais juste que ça m'intriguait beaucoup. En tout premier, j'ai acheté un livre un peu sur un coup de tête. Il y a une librairie, c'est une sorte de librairie un peu bizarre, proche de chez mes parents, qui vend des livres vraiment pas très chers. C'est des livres qui sont d'occasion, mais qui sont pratiquement neufs d'apparence et vraiment vraiment pas chers. Et là il y en avait un à 2 €, c'est Chanteur d'oiseaux, l'histoire vraie d'un destin fabuleux de Jean Boucault et Johnny Rass. Ils sont imitateurs du chant des oiseaux et ils sont au début rivaux, puis ensuite ils vont décider de travailler ensemble, former le premier duo Chanteur d'oiseaux. C'est une histoire qui est tirée d'une histoire vraie, écrite poétique et pleine de grâce, et je sais pas pourquoi ça m'a intriguée. Je pense que ça peut être extrêmement touchant et que ça peut m'avoir très rapidement. Les échanges livresques, c'est tous les mois, c'est du coup les Pages Fleuries et Heidi. Je sais jamais lequel il faut taper sur Instagram pour l'avoir, donc je vous donne les deux à chaque fois. Mais en tout cas, je crois que son pseudo, c'est les Pages Fleuries, qui organise des échanges livresques tous les mois. En gros, elle met deux personnes en binôme au début du mois avec un thème, soit qu'elle tire au sort selon des propositions, soit qu'elle demande en sondage quel thème vous préférez. Et ce mois-ci, c'était la nature, donc j'ai reçu plein de goodies et tout, et c'était trop trop chouette. Et le but, c'est de recevoir un livre et d'en envoyer un. Et moi, j'ai reçu 2 mangas. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de la saga L'Éden des sorcières de Yumeji. Donc ça, c'est le tome 1 et ça, c'est le tome 2. J'adore les couvertures, c'est bien dans le thème nature. Le mien était un peu moins dans le thème nature, mais c'est pas grave. Ça a l'air d'être une histoire assez touchante et poignante sur des enjeux écologiques. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'un vaste étendu désolé. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure. Ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception, sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains. On va découvrir ça ensemble très prochainement. Enfin, le colis, c'est parti. Le colis en question, c'est Overexpose de Maëlys Crouilbois. C'est publié chez Hachette. Il y en a un qui rentre du boulot. Ok, je suis trop contente, le livre a l'air trop bien. On suit Esther qui est créatrice de contenu, qui a 22 ans et qui pense un peu tout contrôler, que ce soit son image, sa vie. Elle trouve un logement à Paris où elle déménage. Bref, elle vit un peu sa vie de rêve, mais toujours dans cette notion de contrôler les choses. Et de l'autre côté, on a Léo qui, lui, a 21 ans, qui alterne entre un job et le fait de s'occuper de sa sœur, dont il a la garde légale.
Sauf que rien ne semblait les rassembler, notamment parce que Esther, elle est toujours en recherche un peu de cette lumière, et de l'autre côté, on a Léo qui cherche à se dissimuler. Mais le hasard va les réunir dans le même appartement, chacun avec ses bagages, ses rêves et ses failles, et ils vont pas avoir d'autre choix que de se connaître et surtout de se révéler. Je sais pas du tout si c'est censé être une romance, je pense que oui, mais ça peut être aussi un contemporain de par les thématiques qu'il aborde, et ça me donne super trop envie. Je suis encore plus hypée par l'histoire que quand on me l'a présenté, où j'ai dit oui. Peut-être que j'étais pas forcément dans le mood pour ce type de livre. J'ai dit oui parce que ça me donnait très envie, mais moi je me suis dit c'est un livre qu'il va falloir caser, mais là j'ai envie de le commencer tout de suite. Ça donne trop envie. Sinon, question organisation, là je suis en récupération cet après-midi. Donc on est mercredi. Ce soir, je vais au théâtre qui va se finir tard. Je vais encore pas dormir cette nuit, mais c'est pas grave. Demain, journée de boulot. Très compliqué parce que je pars en vacances à partir de ce week-end, et vendredi j'ai une journée spéciale parce que je suis arrivée dans mon entreprise il y a pas si longtemps que ça. Du coup il y a une sorte de journée pour ça, mais du coup ça fait que ma dernière journée vraiment de boulot c'est demain, donc tout va me tomber dessus demain. Je sens que ça va être très sportif, donc je redoute un petit peu, je suis un peu en mode redoute, mais c'est pas grave. Et demain soir donc j'ai aquagym. Et donc vendredi, je retourne sur site pour cette journée. Donc pas de grasse mat parce que je ne suis pas en télétravail. Et après, le soir, il y a potentiellement... je vais peut-être aller voir des potes, mais je sais pas. Si je suis trop crevée, ce sera peut-être dodo et tranquille lecture parce que j'en ai besoin. Et samedi, je me lève tôt pour aller au Salon du Livre de Paris. C'est un peu la catastrophe là en termes de sommeil et d'activité. Et pour vous donner une idée, depuis lundi, je cours, tout ça. Hier, j'étais encore en soirée avec des potes. Et du coup, je me suis couchée tard, levée tôt ce matin pour aller sur site pour le boulot. Bref, en ce moment, c'est sportif. Et j'ai l'impression de pas réussir à rattraper mon sommeil. Et c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Mon copain, il bosse pas aujourd'hui, il a bossé hier. Donc aujourd'hui, pour lui, c'est repos. Là où moi, c'était repos hier. Et voilà. Du coup, là, il a sa petite journée tranquille et moi, je dois aller bosser. La vie des horaires décalés. Alors, je prends rarement mon trépied en vacances, mais là, ça se sent. Je crois que vous êtes un petit peu penchés. Écoutez, je suis désolée pour vous, j'espère que ce sera pas trop insupportable. J'avais envie de vous parler de ce livre que j'ai commencé dans le train. C'est Overexposed. Il y a des trucs qui sont pas trop réalistes. Notamment, elle vient d'arriver. Il y a un groupe d'influenceurs qui l'invite, notamment quelqu'un qu'elle a vu une seule fois. Elle se dit « Oh, ça peut être cool et tout ». Elle y va. Et c'est des personnes qui vivent à Paris, hein, c'est important. Et la personne lui dit, alors c'est que des détails, hein, mais vraiment moi ça peut me faire partir de ma lecture. Je sais pas si l'autrice n'est pas parisienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne lui dit, alors ça fait quoi de déménager dans la capitale ? Et moi ça m'a fait, genre, les gens qui vivent à la capitale ne parlent pas de la capitale. Je sais pas comment dire, personne, enfin en tout cas, ou alors peut-être que je connais pas les personnes qui disent ça, mais vraiment à Paris les gens ne parlent pas de la capitale, on parle de Paris. Enfin genre je sais pas, c'est des détails mais c'est des mots que tu retrouves plus dans le sud du coup. Et au tout début, elle parle du fait donc qu'elle est influenceuse et tout ça, elle arrive à Paris et elle dit c'est étrange que les gens ils aient tous un but le matin, enfin un endroit où aller, etc. Et pas moi, comme auto-entrepreneur c'est à toi de mettre ton rythme, etc. Et elle dit un truc qui m'a un peu surpris, elle dit les premiers stages, les amis de cours, les travaux de groupe, les amphis, tout ça je ne connaîtrai jamais. Mais en fait, si t'as envie de faire des études, tu peux. Je comprends pas pourquoi le fait d'être influenceuse t'empêche de faire des études, ou même tu peux, enfin si vraiment ce que tu veux faire c'est faire des études, bah fais-le à la place d'être influenceuse. Enfin c'était en mode, comme je suis influenceuse, je pourrais pas faire d'études. J'étais en mode, bah non, tu peux. Enfin, c'est très bizarre, je connaîtrais jamais. Bah si tu t'inscris à la fac, tu peux connaître. Enfin, et aussi, on la voit jamais faire son travail d'influenceuse. Et je suis désolée, mais quand tu vis de ça à Paris, là, je n'y crois pas hein, qu'elle gagne de l'argent. Hein. Elle passe sa journée à faire autre chose, elle sort une vidéo tous les mois YouTube. Voilà, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est pas très réaliste si t'as rien à côté. Enfin, normalement, tu te démènes, tu fais plein de trucs. Même si tu sors pas une vidéo toutes les semaines,
pour que ce soit rentable, il faut que tu aies d'autres projets, d'autres trucs dans l'influence. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment pas du tout réaliste. Donc, j'étais là. En fait, c'est plein de petits détails, mais ça me fait un peu sortir du livre. Après, ça reste une bonne lecture et ça reste une lecture que j'ai envie de suivre parce que je trouve que les sujets sont intéressants et j'ai envie de voir comment ils vont réussir à, genre, juste cohabiter le grand frère et Esther. Et oui, je pense qu'il va y avoir une petite romance. Mais là, pour le moment, elle est en train de se rapprocher d'un autre garçon. Et je sens que ça va être une grosse arnaque. Il est aussi dans le monde de l'influence, il a plus d'abonnés qu'elle et tout ça. Et il commence à y avoir des petits red flags qui sont un peu montrés, donnés en indice. Même elle s'interroge de temps en temps, mais elle est tellement contente qu'on s'intéresse à elle et qu'elle soit pas toute seule sur Paris qu'elle est prête en fait à dépasser ces petits red flags. Et c'est très intéressant. Donc j'ai envie de voir où ça va mener. Bon, je suis malade, donc j'ai la voix cassée, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'étais en train de faire mes courses et j'ai terminé La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble et il faut peut-être qu'on en parle un petit peu. Globalement, ça a été une excellente lecture parce que j'étais vraiment attirée par la lecture, j'avais très envie d'écouter la suite. D'ailleurs, ça m'arrive très rarement parce que mes courses durent le moins de temps possible la plupart du temps, donc ça m'arrive rarement d'écouter un livre audio. Souvent, je le fais quand je vais me balader dans Paris, quand je vais dans des librairies que je sais que je vais prendre énormément de temps. Mais là, j'avais très envie de le lire et en fait, je l'ai terminé. Alors, je m'attendais à ce que ce soit terminé dans pas trop longtemps, mais je pensais pas le finir en pas longtemps. Je vous avais expliqué un petit peu que pour moi, c'était un roman qui était contemporain malgré l'aspect historique parce que la manière dont Morgane Moncomble écrit, ça n'a rien à voir avec les romances historiques. Donc moi, quand on me dit « tu vas lire un roman historique » et que je lis La Révolte de la Reine, je suis en mode « ouais, mais non ». Pour moi, ça reste du contemporain dans la manière dont les personnages y réfléchissent, dans les décisions qui sont prises. Alors oui, c'est un livre qui se veut moderne, c'est-à-dire qui prend des références historiques, un peu comme Bridgerton, si vous voyez un petit peu, avec cette idée-là que, globalement, nos personnages, en fait, ils ont des idées que nous, on pourrait avoir actuellement, malgré le fait qu'ils vivent plusieurs années, voire centaines d'années avant nous. Et l'idée est pas mal, franchement, j'aime bien, notamment parce que ça permet à Acacia, qui est le personnage féminin du livre et qui est donc la reine, d'avoir des idées féministes. Et franchement, mettre du féminisme dans un livre, c'est toujours cool. Vraiment toujours cool. Moi, le seul petit bémol, c'est que du coup, j'avais vraiment pas l'impression d'être dans un roman historique. Alors, pas que par les idées, mais aussi par la manière dont les personnages se comportaient. Et je sais pas, j'avais pas l'impression d'être imprégnée dans un livre historique. J'avais l'impression de lire une romance contemporaine avec des sujets historiques. Ça, c'était mon premier petit point. Mon deuxième petit point, c'est la première fois de ma vie où j'ai été déçue de la fin parce qu'elle est pas triste. Peut-être c'est un petit spoil, peut-être il faudra que je mette spoil avant. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie où je me dis, c'est pas crédible cette fin, et en même temps, c'est une fin de romance, donc c'est bien que ça se finisse comme ça. J'étais mitigée, j'étais en train d'écouter et je me disais, c'est bizarre, ils vont pas tous mourir. Vous voyez, c'est très bizarre comme sentiment. Et puis, il y a ce truc ambigu qui est à la fois compréhensible et à la fois parfois un peu ridicule de cette volonté à tout prix que nos personnages, qui sont des personnages de la royauté, soient contre la royauté, mais pas complètement, parce que sinon ça serait pas cohérent avec leur personnage, mais en même temps ils sont quand même contre la royauté. Je veux bien que réalistiquement, aujourd'hui, si on a des idées modernes, on n'est pas pour la royauté, ça paraît logique. Mais t'as des personnages, ils sont dans ce monde historique, donc c'est étrange comme pensée. Même Bridgerton, ils sont pas allés à ce point-là. Mais je sais pas si c'est moi qui cherche trop dans les détails, parce qu'encore une fois, les messages, ce sont les bons. C'est juste, c'est pas crédible et c'est pas cohérent. Mais ça, c'est vraiment mon ressenti au moment de la lecture. Donc, mis à part tous ces petits détails, j'ai quand même passé un excellent moment à lire. Morgane Moncomble, elle a une plume qui est quand même assez exceptionnelle, il faut le dire. C'est une autrice française qui a fait ses preuves en romance maintes et maintes fois. Mais c'est vrai qu'elle est, je trouve, plus douée en contemporain qu'en historique, parce qu'elle a peut-être pas encore les codes de l'historique, ou en tout cas, elle a poussé l'historique à être en fait du moderne historique, une nouvelle notion de la romance. À côté de ça, sinon, je suis allée faire un tour du coup pour acheter des choses du style du liquide vaisselle et des gâteaux, parce que c'était ce qui était impératif dans ma maison et qui me manquait. Et puis je suis allée faire un tour un petit peu dans un magasin qui est un peu un magasin un peu bazar avec plein de trucs, et j'ai pris ça.
C'est une sorte de panier dans lequel je vais pouvoir mettre tout ce qui est maquillage, vernis et tout ça, parce que là pour l'instant ça traîne et à chaque fois que je donne un petit coup dans le meuble, tout s'effondre, tout tombe et tout ça. Et ça commençait un petit peu à m'énerver que tout soit en bazar, donc je me suis dit que j'allais acheter ça. On va voir si ça le fait, je vais aller le mettre là-bas. J'ai plein d'autres lectures dont j'ai à vous parler. J'avance, il est où? Parce que ça, c'est une grosse bonne découverte. J'avance dans Overexposite. Je vous avais dit que la partie influence n'était pas crédible, mais en fait, elle l'est de plus en plus. Je pense qu'au début, c'était pour mettre le décor, mais c'est vrai qu'elle travaillait pas au début. Et ça me perturbait. Là, on commence à voir un peu son travail. Alors, pas son travail direct, elle, sur les réseaux. Elle parle pas du moment où, pratiquement, où elle fait du montage. Ou alors, elle en fait très peu. Excusez-moi, ce n'est pas crédible. Le montage, c'est plus important, finalement, que le moment où tu filmes. Mais elle parle notamment de son agente, qui est une agente assez casse-pied, disons-le nous, des relations avec les autres influenceurs et tout ça, et ça, alors je pourrais pas dire que c'est crédible, parce que moi j'ai pas ces relations-là, donc je pourrais pas vous dire, mais le monde de l'influence est un peu plus décrit, et ça devient un peu plus passionnant dans les enjeux qui sont décrits. Il y a aussi le personnage de Léo, qui a une injustice incroyable, genre vraiment dans ce qu'il fait, mais je vous laisse découvrir parce que c'est pas dans le résumé. Et bien sûr la relation entre les deux commence à se développer, tout ça. Ils sont trop choupis, trop mimi. Je pensais pas que ça ferait une belle romance, mais pour le moment, franchement, je suis satisfaite. Ce livre me rend addictif, alors qu'au début je l'ai commencé, je vous disais je sens que ça va pas le faire. Comme quoi, de temps en temps, il y a des retournements un petit peu de situation. J'ai commencé aussi plein de lectures audio, donc j'ai commencé Quand viendront chanter les loups de Florence Erlemann. Ici, c'est du contemporain et je suis contente parce que c'est pas que j'en ai marre de la romance, j'en ai pas marre de la romance, je lirai toujours énormément de romances, mais là j'en ai lu tellement que j'ai l'impression d'être de plus en plus critique et qu'il faut que je sorte un petit peu de ça. Et quand j'ai vu que j'avais reçu ce service presse en livre audio, j'ai été extrêmement contente. En plus, le résumé a pas l'air joyeux, on est avec un homme qui, je dirais, a 40, 50 ans là-dedans et qui a trouvé dans la forêt un jeune garçon qui a, je crois qu'il dit qu'il a l'âge à peu près d'avoir 14 ans, et en fait ça va lui faire remonter plein de souvenirs du fait que son propre fils a disparu un jour comme ça dans la montagne, et du coup il va appeler les secours pour ce garçon. À côté de ça, on parle un petit peu de sa vie aussi parce qu'il est bûcheronnier, il coupe du bois globalement, et pour le moment c'est tout ce que je sais de l'histoire. Voilà, mais l'écriture est assez incroyable et ça m'embarque direct dans le livre. Par contre, en revanche, un autre livre qui, pour le coup, je suis pas persuadée, c'est Double Pact de Lauren Blackley. Donc là, on est sur de la romance, je dirais de la romance érotique, parce que vu comment ça démarre, ça me fait penser à un livre que j'avais commencé à essayer de lire, qui avait été hyper mis en avant sur les réseaux. Et quand je l'avais commencé à le lire, je me suis dit, ça va être vraiment que du smut. Et pourtant, c'est pas parce que c'est vraiment que du smut qu'il n'y a pas d'histoire derrière. Mais là, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment pas d'histoire derrière. Et là, c'est un peu la même chose. Déjà, on commence, c'est très bizarre. La première scène, c'est le chien de notre personnage principal qui mange ses sous-vêtements. Et elle va faire tout un épilogue là-dessus. Et j'étais en mode, ah, ok. Mais je sais pas comment vous dire, c'est très sexualisé, ça me dérangeait vraiment beaucoup. 3 chapitres, il y avait déjà une scène de smut, et j'étais en mode, ah, ok, le livre va être long. Encore une fois, mais ça je vous le répète souvent, une scène de smut qui est bien utilisée, c'est parfait. Qui est dans l'histoire, qui est cohérente, qui apporte quelque chose. Par contre, des scènes de smut qui n'apportent rien, moi j'ai du mal. Et puis cet après-midi, je me suis lancée dans une petite BD que j'ai reçue en service presse qui est Ce qu'il reste de toi et moi de Lilian et Sophie Ruffio. Ici donc, je pensais que ce serait une romance, BD romance. Ça l'est dans un sens, mais j'ai trouvé cette BD... Alors, je vais vous expliquer. En gros, on va suivre un couple qui se sont connus quand ils étaient pendant leurs études. Et ils sont sortis ensemble et on voit leur évolution jusqu'à un certain âge, que je dirais à peu près 40 ans, où là, ils vont avoir des difficultés dans leur couple et on va les suivre pendant une période très très courte. Et c'est un petit peu, en fait, l'histoire de leur couple, tout simplement. Cette BD est assez étrange, j'ai passé un très bon moment de lecture, mais il y a toute une partie, le premier chapitre, c'est réparti en 4 chapitres, le premier, il n'y a pas de parole, donc vraiment j'ai lu plus de la moitié du livre, mais en 5 secondes, parce que du coup tu regardes les images, mais tu prends moins de temps à lire, donc forcément ça va plus vite. Ensuite t'as 2, 3 et 4 chapitres, qui vont être du coup sur la période, on va dire, de la quarantaine à peu près. Non, le tout dernier chapitre, non, c'est après, mais le 2 et 3, c'est à peu près la quarantaine, où là, ils vont essayer de faire face à une situation de couple qui leur arrive. Très intéressant.
très très intéressant. Il y a plein de sujets et de réflexions qui sont amenés de ça, et cette partie était très intéressante. Et puis il y a la dernière partie dont je peux pas vous parler parce que sinon je vous spoil, mais qui m'a extrêmement déçue parce que c'est trop caricatural. La plupart des histoires qui parlent du couple se finissent d'une manière ou d'une autre à peu près comme ça. Et du coup, ça m'a un peu déçue. Mais sinon, c'est une très belle BD, j'ai adoré les images et il y a quand même des très belles réflexions dans le livre. J'espère que ma voix était pas trop insupportable. Je pense même pas à vous, je pense à la moi qui va devoir me supporter pendant... Alors là, j'ai 8 minutes, mais je pense que le rush d'avant faisait plus. Qui va devoir me supporter. Bon courage, Laure. Je vous retrouve parce que j'ai de nouvelles lectures à vous présenter. J'ai commencé 2 lectures papier, alors l'une beaucoup plus que l'autre, je vais vous en parler un peu plus. Et surtout, ma meilleure amie avait un exemplaire en 2 fois de la BD La Passe Miroir. Une BD donc qui a été illustrée par Vanida et donc écrite d'après l'œuvre de Christelle Dabos. Ceux qui connaissent pas La Passe Miroir, il va falloir qu'on discute ensemble. C'est une saga de fantasy que j'aime énormément, qui je pense est vraiment à la hauteur des plus grandes sagas de fantasy jeunesse, young adulte qui existent, parce que moi la fantasy adulte j'ai pas encore beaucoup plongé dedans pour être honnête, et j'ai pas encore trouvé mon compte. C'est le type d'histoire qui marque et qui marquera longtemps. Alors c'est un livre qui a été écrit par une autrice française, donc forcément il fait moins parler de lui que certains auteurs anglophones, mais quand bien même en France ça a fait énormément parler de lui, ça a été quand même traduit dans plusieurs langues. J'ai plongé dans la BD ce week-end. J'étais en week-end avec des amis et il y a eu un moment où batterie sociable, etc. J'ai eu besoin de un petit peu m'extraire de tout ça et de m'isoler. Et je me suis dit, vas-y, je vais commencer La Passe Miroir. Je pensais pas du tout être autant hypée par le livre et le manger en 1 heure. C'était juste trop bien de replonger dans l'histoire. Ça m'a donné envie de relire le tome 1, de relire toute la saga, possiblement en livre audio, mais j'ai tellement d'autres livres à lire que relire, c'est un peu compliqué. Pour parler un peu plus de l'adaptation, c'est très intéressant parce que ma meilleure amie et sa sœur m'ont dit qu'elles trouvaient que les personnages d'Ophélie et de Thorne, donc qui sont les personnages principaux de La Passe Miroir, sont un petit peu trop idéalisés dans cette version-là. Alors moi, j'ai pas trop trouvé, franchement, ils ont des traits assez durs. On retrouve bien chez Thorne ce caractère avec physiquement qui ressemble exactement à la description, c'est-à-dire qu'il est fin, les traits très grands. Et d'ailleurs, il y a une image particulière qui est très intéressante où on voit la différence de taille avec Ophélie, et ça, ils l'ont bien adapté dans la BD. Il y a aussi la cicatrice qu'il a sur le visage. Et de l'autre côté, donc pour Ophélie, on a ses traits aussi. Elle a pas un visage très attrayant. Elle s'habille de façon qui lui sied à elle, mais pas forcément aux autres. Elle a des lunettes rondes. Enfin bref, 2 personnages très intéressants. Peut-être qu'effectivement, pour rendre toujours plus beau le dessin, ils ont essayé d'idéaliser un petit peu les traits, mais franchement moi je trouve pas trop. Et la deuxième remarque que mes amis m'ont fait en lisant la BD, c'était qu'il y avait des moments où du coup on capte pas toute l'histoire, ou en tout cas on capte pas la temporalité de l'histoire, et ça c'est un peu plus vrai, j'ai trouvé, notamment la première scène qu'il y a entre Thorne et Ophélie où ils vont vraiment parler à cœur ouvert tous les deux et arriver assez vite dans la temporalité de la BD, au point où quand il va lui dire pour la première fois quelque chose de sentimental, moi j'y croyais pas trop. Dans la temporalité de la vraie Passe Miroir, dans le livre, il s'est passé plusieurs mois, donc forcément ça change les choses, et ils ont pu se parler plus avant, etc.
Donc l'adaptation fait toujours que tu loupes quelque chose, et puis aussi il y a quelque chose que tu loupes, et ça aussi ma meilleure amie l'a très bien souligné, c'est toute la plume de Christelle Dabos, qui est juste fantastique et que tu retrouves pas dans La Passe-Miroir en BD. Tu retrouves par contre tout le décor et tout cet effort d'imagination que tu as quand tu lis le livre, tu as moins à la faire, et on te l'offre finalement, et c'est aussi extrêmement beau. Beaucoup des dessins et des traits sont fiables à l'idée que je me faisais quand je lisais les livres. Donc pour moi c'est une grosse réussite. C'est un 5 étoiles honnêtement, et je vous conseille vraiment de la lire, et elle va rester dans ma bibliothèque, et quand j'aurai des petits moments ou de bad mood, où j'aurai besoin de retourner à une lecture un peu doudou, etc., et bah je sais ce que je lirai. Autre lecture, autre temporalité, autre type de lecture. J'ai commencé et extrêmement bien avancé ce week-end L'Antre des Louves de Elodie Harper, des éditions Le Livre de Poche. Ici, on est à Pompéi en 74, où on a Amara, qui est une jeune grecque qui a été réduite en esclavage après la mort de son père, qui était médecin. Elle est vendue notamment dans un lupanar assez sordide qui est tenu d'une main de maître par Félix, qui est un homme assez affreux, mais on pourra y revenir. Et on a du coup Amara qui va vivre parmi d'autres femmes de la même condition qu'elle, qui sont donc des prostituées, et elle va essayer d'apprendre les codes, et son but ultime c'est de sortir de cette condition. C'est un livre qui est historique, qui s'inspire de tous les faits historiques de l'époque. Après, les personnages, je suis pas sûre qu'ils aient vécu tel quel. Par contre, il y a plein de choses qui sont très intéressantes sur l'univers qu'on découvre, sur cette partie de l'histoire que j'avais pas entièrement, sur des idées préconçues qu'on peut avoir, et en fait finalement on découvre d'autres choses. J'étais très étonnée que par exemple à l'époque il y a les bains, c'est là où les gens se nettoient, se lavent, et c'est quelque chose qu'après qui se perd un petit peu au Moyen-Âge par exemple, où les gens se lavaient beaucoup moins. Et au-delà du fait qu'ils se lavent, il y a aussi toute une partie sur qu'il y a des femmes qui te coiffent, qui te font des massages, qui te font des soins, tout ça, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir actuellement. Et je pensais pas que c'était quelque chose qui se faisait aussi tôt dans l'histoire de notre civilisation. Donc très intéressant. Par contre, c'est un livre qui est difficile à lire parce que justement, on est sur cette condition-là de femmes dont leur corps leur appartient pas, qui ont des choses à faire juste affreuses. Félix, c'est vraiment un homme qui n'a aucune considération pour l'âme humaine. D'ailleurs, que ce soit les femmes ou les hommes. Alors les femmes encore plus, parce que cette période-là, et puis si on prend n'importe quelle période dans l'histoire, on n'est pas favorisé, donc forcément. Mais il y a aussi ce truc-là d'arnaquer d'autres hommes. Et puis on est vraiment sur cette notion-là de l'esclavage, c'est-à-dire que ton corps ne t'appartient pas, tes journées ne t'appartiennent pas, ce que tu fais de ton temps libre non plus. Bref, donc très très compliqué. J'ai eu pas mal envie de vomir durant toute la première partie de ce tome 1. Je me suis posé des questions aussi sur où le livre allait, parce que si c'était juste suivre le quotidien de femmes à cette époque, est-ce que c'était pertinent pour moi? Parce que moi, il me faut d'autres choses. Et en fait, on a une Amara qui va essayer vraiment de s'élever dans la société, coûte que coûte, et parfois c'est déchirant, parfois c'est un peu triste. C'est assez dur, je m'imaginais pas que ce serait aussi dur, parce que ce livre, en fait, c'est ma sœur qui me l'a conseillé, et pour tout vous dire, ma sœur, elle aime pas lire des livres qui sont tristes, elle déteste ça, et des livres qui sont douloureux, etc. Donc je comprends pas ce qu'elle a trouvé dans ce livre, parce que globalement, c'est beaucoup de douleur et de souffrance. À voir si à la fin du tome 1, j'aurais envie de lire le tome 2 et le tome 3, puisque c'est une trilogie, ce qui me semble énorme, mais à voir si c'est passé suffisamment de choses dans le livre qui me donnera envie de lire la suite. J'ai commencé un tout petit peu, mais je sais pas si c'est la peine de vous en parler. Let It Burn de Marie H.J. Ici, donc, romance MM, où on va avoir un avocat qui s'appelle Vigo, qui est pas né aux États-Unis, et du coup, il n'a pas de carte. On lui a rejeté plusieurs fois ça lui pose des problèmes, notamment dans le cadre de son boulot, et il y a quelqu'un qui va lui suggérer, en fait, qu'il contracte un mariage blanc. Et il va le faire avec un pompier qui, lui, c'est plus pour une question d'argent qu'il va être mêlé à ce mariage arrangé. Bon, j'ai lu le premier chapitre, mais c'est super bien écrit. Quand je vais lire Let It Burn, comme c'est de la romance et que la romance n'est pas toujours attribuée à une belle plume, et il y a énormément d'exceptions qui contrediront ce que je viens de dire, et Let It Burn en fait partie, mais au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais retourner avec des plumes qui vont pas forcément être ultra belles ou ultra développées, je sais pas comment dire ça. Et en fait, c'est super bien écrit, et ça m'a donné envie de plonger dans la suite.
Voilà un petit peu pour ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je pense pour ce vlog, j'espère que vous avez apprécié un petit peu ce format où vraiment je vous chronique pas des livres du début jusqu'à la fin, je vous prends à certains moments où je vous en parle. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format que vous aimez et si je continue dans ce sens-là ou si vous préférez encore une fois les vlogs thématiques. Et si vous préférez aussi d'autres vidéos que des vlogs, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça fait super plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!